Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Stéphane Bureau aurait peut-être été victime de la propagande russe. Oui, oui. On va aller voir ce qu'il en retourne avec lui. Salut Stéphane. Non! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Propagande russe opérante! Ça, c'est vraiment très drôle, en fait. Ça nous permet de voir que dans cette guerre que se livrent la France et l'Ouest à la Russie, on peut possiblement être un dommage collatéral ou non, parce que c'est la guerre de l'information. Hier, quand on parlait ensemble, je te disais rapidement, parce que du coin de l'œil, j'avais vu ça, je citais le ministre russe de la Défense, or c'était le patron des services secrets, qui menaçait les Français en leur disant « Nous pensons que vous vous apprêtez à déployer 2000 soldats en Ukraine et ils seront visés rapidement. » Or, les Français ont très rapidement dit « C'est de la propagande, nous n'avons absolument pas l'intention de déployer 2000 soldats. » Possible, j'en ai aucune idée. Ce que l'on sait par ailleurs, c'est que des mercenaires ou des gens qui n'ont pas d'uniforme, mais qui ont déjà été soldats il n'y a pas très très longtemps dans une armée de l'Angleterre, des États-Unis ou de la France et opérant en territoire ukrainien, il y en a. Peut-être pas avec leurs uniformes, mais il y en a qui viennent prêter main forte aux forces ukrainiennes, à l'armée ukrainienne. Et c'est non seulement pas un secret, le New York Times en une de son journal. Alors on parlait d'espions, mais de base de la CIA où des Américains aux côtés des Ukrainiens sont sur la ligne de front. Alors, des gens qui viennent de l'Ouest et qui opèrent en territoire ukrainien, il y en a beaucoup. Il y avait eu une attaque sur un hôtel à Kharkiv il y a quelques semaines, sinon quelques mois, où se trouvaient entre autres des journalistes. Attaque russe sur un hôtel. Et à ce moment-là, les Russes avaient dit on a comme nous choisi de cibler l'hôtel parce qu'il y avait peut-être autre chose que des journalistes, des mercenaires peut-être, des mercenaires français. L'Élysée immédiatement avait dit absolument pas question qu'il y ait là-bas de mercenaires, ça ne se peut pas. En fait, la réponse courte, c'est qu'il ne se peut pas qu'il n'y ait pas de mercenaires en ce moment en Ukraine, comme on sait qu'il y a des soldats canadiens qui sont morts au front là-bas. On l'a appris cette semaine, 2 Canadiens qui sont morts, qui n'étaient pas officiellement envoyés évidemment par le Canada, mais qui ont accepté d'aller livrer le combat. En étant bien payé ou pas, je ne peux pas le dire ou le savoir. Peut-être qu'il y allait pour l'idéal. Je veux croire que certains ont choisi de s'engager comme en d'autres temps. Il y a des gens dans les années 30 qui partaient aux côtés des républicains espagnols pour livrer le combat contre le fascisme allemand et le fascisme de Franco. Alors, ce qui anime les mercenaires aujourd'hui, je ne sais pas, mais tout ce qu'on peut dire avec certitude, au-delà du clin d'œil, sur le fait que j'ai été ou non victime de propagande hier, c'est que ça grouille beaucoup et qu'il est difficile, dans pareilles circonstances, d'avoir avec certitude une idée de ce qui se passe parce que plusieurs opèrent sous la couverture et il y a, sans l'ombre d'un doute, des soldats là-bas qui n'ont pas leur uniforme, je le répète, mais qui donnent un coup de main aux Ukrainiens. D'ailleurs, les Allemands, dans des conversations interceptées, on s'en était aussi parlé, des hauts gradés de l'armée allemande qui disaient si jamais on veut déployer nos missiles Taurus, nous trouverons facilement là des gens qui ont un accent anglais, un accent anglais, qui n'ont pas d'uniforme, mais qui, clin d'œil, pourront nous aider. Et là, on parlait visiblement de militaires anglais ou américains qui sont sur place. C'est le début de ce qui est à l'origine de tous les conflits, c'est-à-dire le brouillard qui fait qu'il est difficile de savoir ce qui se passe réellement. Mais je serais tenté de dire, faisons attention à tout ce qui nous est dit, que ça vienne de Russie, de Paris ou de Washington, parce que, apparemment, la désinformation est une bonne guerre quand on est en guerre. Oui, non, c'est vrai, tu as raison. Hey, dans un autre épisode, tu nous avais parlé du professeur Jean-François Caron, qui Oui. avait vu son intervention annulée 2 heures à l'avance avant qu'il soit devant le comité permanent des affaires étrangères à Ottawa. Tu l'avais reçu d'ailleurs à Contact. Mais là, il y a une autre histoire. C'est une chercheuse anglaise qui a été désinvitée par le ministère de la Justice. Est-ce que tu avais entendu parler de ça? Non, pas cette histoire-là. Raconte-nous. C'est passé vraiment sous les écrans radars, Ben oui, hein? rapporté en Angleterre. En fait, moi, c'est le Telegraph en Angleterre qui m'a mis non seulement la puce à l'oreille, mais qui m'a fait comprendre qu'il y avait là quelque chose. On parle de Alice Sullivan, professeure de sociologie respectée, qui enseigne à University College London, qui est
contestée par certains parce qu'elle pose des questions et dans sa méthodologie, parce que là, on est vraiment au cœur d'un enjeu de méthodologie, pose des questions qui fâchent certains et qui font qu'elle est souvent montrée du doigt pour être transphobe. Elle avait été invitée le 8 mars dernier à parler virtuellement à une conférence Zoom avec des employés du ministère fédéral de la Justice. C'est une conférence qui était liée aux méthodes de recensement et en particulier au genre qui est maintenant préféré au sexe biologique quand on demande aux gens de dire ce qu'ils sont. Le Canada est un pays qui a, je dirais, levé le drapeau parmi les premiers, sinon le premier, en disant on va nous recommander que ce soit le genre qui soit préféré plutôt que le sexe biologique. Je pense qu'on est le premier pays au monde à l'avoir fait. Elle, là-dessus, a des réserves. Elle prétend, et j'irai un peu plus loin d'expliquer pourquoi, qu'on ne devrait pas seulement parler du genre, mais aussi du sexe biologique et que ça n'a pas de raison d'être discriminatoire. On devrait être capable d'avoir les informations sur les deux fronts. Et quand on lui a demandé si elle savait pourquoi elle avait été annulée à Ottawa pour cette conférence, elle dit tout ce que je sais, c'est que j'ai finalement parlé avec quelqu'un et cette personne m'a dit qu'elle n'avait pas de raison, elle ne savait pas me dire pourquoi, mais nous savions par ailleurs, toutes les deux, que c'était parce qu'il n'est plus permis au Canada de parler de sexe. Et je ne parle pas de sexualité, mais du sexe des gens. Le Canada, je le disais, est novateur parce que c'est le premier, sinon un des premiers pays à avoir favorisé le genre plutôt que le sexe quand on fait le recensement, ce qui nous a permis, si mes statistiques sont bonnes, de savoir qu'au pays, il y a 31 555 personnes qui disent être des femmes trans, 27 905 qui sont des hommes trans et 41 355 personnes non binaires. Or, la professeure Sullivan, tout ce qu'elle dit, c'est on perd au change. Les statistiques, c'est un outil puissant et le recensement est au cœur des statistiques qui nous permet d'évaluer un certain nombre de choses. Et le sexe biologique a une valeur prédictive sur un certain nombre de choses. La longévité des gens. On sait que les gens qui sont de sexe féminin, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils ressentent, que c'est leur genre, mais les gens de sexe féminin vivent plus longtemps. C'est un indicateur prédictif sur l'éducation, sur la criminalité, sur un certain nombre d'enjeux très importants pour un gouvernement. Et le professeur Sullivan a maintenu en Angleterre aussi que c'était une bonne idée que d'être capable d'avoir les informations sur les deux fronts. Et quand le bureau anglais de la statistique a voulu imiter le Canada, elle a signé avec 80 autres scientifiques une lettre ouverte en disant attention, il y a un risque, on ne devrait pas faire ça et ce n'est pas transphobique ou transphobe, pardon, que de demander d'avoir l'information sur les deux fronts. Finalement, le Bureau de la statistique en Angleterre, malgré la pression politique extraordinairement grande, a choisi de maintenir ces vieilles méthodes tout en permettant aux gens de dire qu'ils étaient d'un autre genre parce que c'était ce qu'ils sentaient et c'est important, mais que l'information biologique à la naissance était aussi importante pour le gouvernement quand il fait des statistiques et pour évaluer un certain nombre de choses et prévoir un certain nombre de choses. Or, apparemment, c'est impossible, c'est ce qu'elle dit, je ne fais que la citer, de discuter de sexe au Canada quand on fait des statistiques. Une autre affaire d'annulation, mais qui se passe là aussi à basse intensité, on n'en parle pas. Mais en Angleterre, deux grands journaux qui ont estimé que l'affaire valait la peine d'y consacrer un article. Chez nous, pas un mot. C'est quand même assez révélateur, hein. C'est spécial, mais il faut en parler. Il faut en parler, Stéphane. Entièrement d'accord. Sincèrement, ça n'a De aucun toute sens. façon, dans le pire des cas, on n'est pas d'accord. Dans le pire des cas, on en débat. Dans le pire des cas, la Voilà. sociologue Sullivan se trompe. Mais est-ce que ça ne mérite pas de se poser des questions? C'est ce qui s'est passé en Angleterre parce qu'on était prêt à imiter la méthode canadienne pour ce que j'en comprends. Puis après, justement, avoir écouté les arguments, on s'est dit, ben, on n'est pas discriminatoire en allant chercher l'information, y compris en demandant aux gens à la naissance ce qu'ils étaient de sexe masculin ou féminin, sans pour autant nier le droit de revendiquer autre chose et de sentir un genre autre plus tard. Mais apparemment, c'est des questions politiquement fâcheuses. Dans le monde de l'aviation, Stéphane,
Il y a eu toutes sortes de problèmes au niveau de la compagnie Boeing. Ça avait fait les manchettes. Là, la FAA, qui est l'Administration fédérale de Mhm. l'aviation, est très critique à l'endroit de la compagnie après avoir épluché ses processus de fabrication. Ben, je veux pas faire peur ou je ne veux faire peur à personne, mais c'est une affaire dont je t'ai parlé, moi, la semaine dernière et qui, depuis longtemps, m'intéresse, que ça soit, en fait, la sécurité aérienne, que ça soit les processus de fabrication des avions sur lesquels on vole ou que ça soit le contrôle aérien, où il y a de sérieuses questions qui se posent aussi, parce que, au risque de me répéter, je pense que c'est une des pierres angulaires fondamentales du pacte de confiance qui nous lie à ceux qui réglemente le monde dans lequel on est. Tu veux que, évidemment, la construction automobile soit réglementée, tu veux qu'un certain nombre de choses le soient. Les marchés financiers, parce qu'on a vu, quand on enlève toute forme de réglementation, ce à quoi ça peut mener. La crise de 2008-2009, elle est à peu près, si tu avais remonté à la source, elle est à peu près corrélée avec la fin d'une vieille ou de vieilles pluriel réglementation héritée de la grande crise des années 30 et à l'époque où M. Clinton, président, avait dit, ben, écoutez, on ne vit plus dans le même monde, il est peut-être plus nécessaire d'imposer aux banques et aux institutions financières le type de suivi de réglementation qui était nécessaire il y a 60 ans. Ben, comme par hasard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, il y a une crise financière majeure et qui est pour beaucoup le fait que sous l'écran radar de ceux qui réglementent, il se passait des choses qui n'étaient pas particulièrement habiles ou rassurantes. Alors, les avions, c'est la même chose. Et après l'incident du 737 d'Air Alaska, où une porte a explosé, en fait, est partie en plein vol, on imagine. Alors, en décapotable, c'est pas mal, mais un avion décapotable, c'est pas nécessairement rassurant. Tu veux être vachement bien assis et surtout sanglé dans ton siège pour ne pas être aspiré vers l'extérieur. Enfin, moi, je n'aspire pas à ça, disons les choses Non. comme ça. Euh, et là, la FAA, t'en parlais, a décidé de diligenter un processus pour aller voir sur place chez Boeing comment ça se passe. Et le grand patron de la FAA, après une visite, parce qu'il est allé lui-même in situ, il témoignait le 19, il y a 2 jours, disait, chez Boeing, la production, les besoins de production, donc d'arriver à faire vite et à vendre, ont dépassé dans plusieurs cas les cadres réglementaires optimaux, c'est-à-dire qu'on se préoccupe moins de sécurité dans le processus de construction que de productivité. C'est des mots extrêmement accablants, puis j'imagine que quand tu as cette job-là, tu marches sur des œufs parce que tu ne dois pas non plus rompre le lien de confiance entre les passagers et les avions qui vont employer. Boeing, dans sa défense, c'est pitoyable, dit bien, un des problèmes que nous avons, c'est que nos employés ne respectent pas la lettre de nos procédures d'assemblage et de fabrication. Nos employés, dans le fond, ne respectent pas le cahier des charges. Big deal. Ce sont tes employés. Ce sont ceux qui travaillent pour toi. Si tes employés ne sont pas capables de faire correctement le boulot, tu es toujours bien responsable de ce qui se passe à la chaîne d'assemblage. Et cette espèce de déresponsabilisation, débile, quant à moi, est quasiment plus inquiétante que toute autre chose. Mais surtout, il y a beaucoup d'employés qui soulignent qu'à chaque fois que quelqu'un lève la main en disant il y a de quoi de foquer au royaume de la ligne d'assemblage, il y a des conséquences à payer. C'est-à-dire qu'il y a une loi du silence qui s'impose. Et je te rappelle que la première fois qu'on a parlé de ce sujet, c'était le matin où on apprenait que la veille, un lanceur d'alerte qui contestait depuis des années la manière de faire de Boeing avait choisi de se suicider. Je ne dis rien d'autre que de dire ça lentement, avait choisi de se suicider. C'est possible que de guerre lasse, cet homme-là se soit dit, ben, je suis plus capable de livrer le combat parce que c'est David contre Goliath. Puis dans ce cas-ci, je pense que Goliath est encore debout, il est encore debout. Et David, apparemment, a choisi de ne plus livrer le combat. Mais tout ce que ça nous dit, ce sur quoi ça nous informe, c'est que dans le secteur le plus névralgique, où encore une fois, le lien de confiance est essentiel, parce que tu décides du jour au lendemain que tu n'as plus confiance, tout s'effondre. Il y a de vrais problèmes. Puis par extension, tu me diras, c'était un peu farfetch, mais par extension,
quand on nous parle en Europe et ailleurs d'aller livrer la guerre, je dis, est-ce qu'on croit vraiment qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a vraiment ce qu'il faut pour être à la hauteur de quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très, très, très longtemps? Puis si Boeing se plaint de ses employés, est-ce qu'on a les militaires? Puis je ne dis pas que les Américains n'ont pas fait la guerre, ils l'ont fait. Il se trouve qu'ils ne l'ont pas gagné souvent depuis 30-40 ans. Mais quand on parle de livrer la guerre à la Russie, est-ce qu'on mesure ce que c'est et est-ce qu'on en a les compétences? En Grande-Bretagne, ils ont quelques avions qui fonctionnent encore, mais ils ont un problème dans l'armée de l'air, c'est qu'ils n'ont pas de pilotes. Ils n'ont pas suffisamment de pilotes, des destins de pilotes, parce que c'est tough être pilote, il faut travailler très fort. Et puis, on ne peut pas, quand tu t'écrases avec ton avion, on ne peut pas dire, ben, c'est pas grave, mon grand ou ma grande, tu sais, ça arrive à tout le monde, on va s'en remettre. Mauvais journaux au bureau. L'essentiel, c'est que tu n'es plus, exactement, l'essentiel, c'est que tu n'es plus parachuté. Non, c'est pas comme ça. Tu ne formes pas un pilote comme ça. Et voilà. Je ne sais pas où ça nous mène, mais il me semble que ça avait un sens, tout ça. C'est clair. Et puis, qu'est-ce que tu nous réserves à Contact cette semaine, Stéphane? Bien, je ne sais pas si tu connais Franz-Olivier Gisbert, qui a été le patron du Figaro, du Point, du Nouvel Observateur, un grand journaliste, j'allais dire français, mais un grand journaliste, point, parce qu'il a été élu, il est élu au Québec, il a écrit de nombreux livres, et récemment, ce qu'il a appelé son histoire intime de la Ve République, si de près ou de loin, t'aimes la politique et t'aimes la politique au plus haut niveau, si t'aimes les grands fauves de la politique, parce qu'en France, ce sont des carnivores, ce sont des grands fauves, ce sont des prédateurs, les Sarkozy, Chirac et les autres, et c'est une bataille implacable. Si t'aimes ça, de Gaulle à aujourd'hui Macron, en 3 tomes, Franz-Olivier Gisbert raconte parce qu'il a été intime de tous ces gens, sauf peut-être de Gaulle, parce qu'il était à ce moment-là trop jeune, mais très près de Mitterrand, et capable de manger ou de mordre la main de ceux qui l'ont nourri. C'est ça qui est intéressant. Il est croquant, il est mordant, et aussi, sur nos métiers de journaliste, a plusieurs bonnes réflexions. Je pense qu'on a un petit extrait qui donne une idée du personnage. Parfait. Il faut aller toujours à contre-courant, parce que ce sont les poissons morts qui suivent le courant. Et c'est vrai que les médias, en général, dans en Occident en tout cas, dans les dictatures, de toute façon, ils n'ont pas le choix, mais ont tendance à suivre le courant. Et ça, je pense que c'est fondamental. Un bon journal, de temps en temps, il doit aller à contre-courant. Un bon journal doit, de temps en temps, aller à contre-courant. Je serais tenté de dire pas juste de temps en temps et pas C'est juste ça. un journal. C'est pas un risque que d'aller à contre-courant, ça devrait être une vertu encouragée. Et encore une fois, on avait cette conversation au sujet de Mme Sullivan. C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est qu'on ne soit pas d'accord. Mais l'analogie est intéressante. Les poissons morts seuls suivent le courant. Je préfère, moi, les semots qui frayent à contre-courant. Oui. Merci, Stéphane. Salut. Ciao, à demain.